Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Hugh. Chronique, le miroir de la culpabilité. L'heure est venue pour moi d'évoquer la culpabilité, ce sentiment que je connais si bien. En tant que fille d'alcoolique, je crois que la première fois que j'ai éprouvé de la culpabilité, c'est lorsque j'ai pris la décision d'arrêter d'essayer de sauver ma maman. J'avais une dizaine d'années à l'époque. Progressivement, j'ai fait le choix d'abandonner le combat, de laisser mon parent fragile se détruire, car je sentais que c'était la seule solution pour me permettre de rester dans la vie. En effet, mon ventre savait que si je continuais à tenter de tirer ma mère des sables mouvants de sa souffrance, on finirait par s'y enliser toutes les deux. Moi, plus que tout, je voulais vivre. À partir de ce point de bascule, je dirais que la culpabilité a toujours fait partie de mon paysage intérieur. Par moments, elle se manifestait de façon plus prégnante. Elle aspergeait d'ombre ma tête et piquait mon ventre. C'était tout aussi déstabilisant qu'inconfortable. Pour tenter de dissiper l'effet néfaste qu'elle générait en moi, je devais toujours prendre un temps solennel, une sorte de face-à-face avec moi-même, durant lequel je me rappelais les raisons qui m'avaient poussé à agir de la sorte. Je ne suis qu'une enfant. J'ai pas le pouvoir d'aider maman. Le problème, c'est que malgré mon jeune âge, j'étais souvent rattrapée par ma conscience. Les autres membres de la famille, eux, sont adultes, et pourtant, personne ne bouge. J'ai beau être la plus jeune, je crois que je suis la seule à comprendre, à réaliser la gravité de la situation de maman. Alors, est-ce que j'ai le droit de ne rien faire ? Ainsi, la culpabilité semblait venir tester mon aplomb. Elle injectait une dose de doute à l'intérieur de moi. Elle avait le pouvoir de fragiliser mon estime de moi-même. Plus tard, à l'adolescence, la culpabilité a gagné en férocité. Notamment au moment où j'ai perçu la différence d'âge entre mes parents comme un énorme problème. En effet, mon père avait 13 ans de plus que ma mère, et bien que faisant du sport et menant une vie plutôt équilibrée, il me rappelait régulièrement que les hommes avaient une espérance de vie inférieure à celle des femmes, surtout lorsqu'ils fumaient et buvaient de l'alcool régulièrement, ce qui était son cas. Cette différence d'âge entre mes parents m'embêtait profondément. Elle générait en moi ce que je pourrais appeler aujourd'hui, avec le recul dont je dispose, une anxiété de fond. Il faut dire qu'en grandissant, je comprenais de plus en plus de choses concernant l'alcoolodépendance de ma mère. J'avais saisi qu'elle ne serait probablement jamais en capacité de reconnaître sa maladie, encore moins de prendre la décision de se faire soigner. Il y avait fort à parier pour que son état continue à s'aggraver progressivement jusqu'à ce qu'elle meure. À cette époque, à la télé, c'était la grande mode des émissions, des documentaires qui mettent en lumière les vécus difficiles de certains monsieur et madame tout-le-monde. J'aimais beaucoup regarder ces programmes le soir dans ma chambre, non pas parce que j'étais animée d'une curiosité malsaine, mais parce qu'ils représentaient pour moi une occasion d'apprendre, de découvrir ce à quoi je devais me préparer à vivre, ou plutôt affronter, dès lors que la maladie aurait transformé ma mère en une loque humaine, au cerveau imbibé de whisky. À travers ces reportages, j'ai découvert entre autres l'existence du statut d'aidant, endossé bien souvent par le conjoint ou les enfants de la personne devenue vulnérable suite à un accident, un handicap, une pathologie. Ma tête tentait toujours de me rassurer, en répétant que mon père serait le mieux placé pour gérer ma mère, le moment venu. Mais mon ventre, lui, il sentait que l'épée de Damoclès planait dangereusement au-dessus de ma propre tête. Car si mon père venait à disparaître, eh bien c'est moi qui deviendrais l'aidante de ma mère. Alors chaque jour, j'ai commencé à espérer, puis à souhaiter très fort que ma mère soit le premier de mes parents à quitter ce monde. Qu'est-ce que je me sentais mal de penser ainsi. Même si je gardais tout ça pour moi, je sentais bien que les pensées n'avaient pas besoin d'être partagées, ni même verbalisées pour exercer un certain impact sur le cours de la vie. Alors à maintes reprises, j'ai bien essayé de faire machine arrière, de gommer, d'effacer ces idées de ma tête. Comme si c'était possible. Tout cela représentait du pain béni pour ma culpabilité. Ainsi nourrie, elle gagnait en puissance. Elle semait la zizanie dans mes pensées et mes boyaux. Elle bousculait, pour ainsi dire, l'envers du décor de mon équilibre de vie. Rapidement, elle a pris l'aspect d'un miroir. Il pouvait débouler à tout moment, se planter en face de moi.
Il me renvoyait une image monstrueuse de moi-même, celle d'une personne malsaine, une fille indigne, ingrate, qui ose souhaiter le pire à sa mère, cette femme qui lui a pourtant donné la vie et qui objectivement fait de son mieux pour prendre soin d'elle au quotidien. Ainsi, le miroir de la culpabilité révélait le côté le plus obscur de mon être. Ah, je ne compte plus les heures que j'ai passées confrontée à mon reflet, à l'observer, l'analyser, pour tenter de le comprendre et de l'accepter comme une partie intégrante de moi-même. En vain. Et puis il y a eu le fameux soir où ma mère m'a appelée pour m'annoncer le diagnostic de cancer de mon père. J'étais âgée d'une 20aine d'années. Moi qui ne pleurais jamais, j'ai éclaté en sanglots. Des plaques rouges ont immédiatement surgi sur ma peau, recouvrant mon visage, mes bras, mon ventre. Pendant d'innombrables minutes, j'ai fait les 100 pas à travers mon appartement. Il m'était tout simplement impossible de m'arrêter. Il fallait bouger, coûte que coûte, afin de ne pas imploser. C'est qu'à cet instant, dans mon ventre, dans ma tête, je me retrouvais terrassée par la double violence sous-entendue par cette mauvaise nouvelle. D'une part, le choc de savoir mon père gravement malade, réaliser dans toutes mes cellules sa condition de mortel. D'autre part, la panique d'envisager mon parent référent disparaître et me laisser seule pour assumer le dessein de ma mère alcoolique et instable. Pendant des mois, je me suis sentie comme une feuille dans le vent, déboussolée, dépourvue de tout ancrage. Chaque soir dans mon lit, pour m'évader de cette réalité insupportable, j'imaginais détenir une baguette magique qui me permettrait de sauver mon père en refourguant le crabe à ma mère. Recrudescence de ma culpabilité. Avec les années, je m'étais en quelque sorte habituée à cohabiter avec elle. Par contre, la solitude dans laquelle elle me plongeait, ça, je ne parvenais pas à l'apprivoiser. J'avais beau avoir la parole facile, être dénuée de pudeur et oser évoquer les sujets jugés sensibles, mais je n'avais pas l'occasion de verbaliser à qui que ce soit l'envers du décor de ma culpabilité. Et puis franchement, qu'est-ce que mes interlocuteurs penseraient de moi en entendant mes sombres confidences? Déjà que le fait de vivre avec ces pensées m'amenait à douter de ma santé mentale, je craignais d'être une désaxée, d'être folle, comme ma mère. Il valait donc mieux garder ces idées à l'intérieur de moi pour minimiser leur existence. Quelque temps plus tard, mon père a été déclaré en rémission et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. À ce moment-là, j'ai fait face à une autre forme de culpabilité. Je dirais qu'elle était encore plus vicieuse, profonde et lourde à porter. Elle prenait l'aspect d'un miroir grossissant cette fois, qui zoomait tellement les parties d'ombre en moi qu'elle camouflait mes zones de lumière. À l'aube de devenir parent, j'ai fait le choix de protéger mon enfant des conséquences de l'alcoolisme de ma mère. J'ai décidé d'imposer à ma famille un cadre aux limites strictes, sclérosant ainsi le futur rôle de mamie de ma mère, et par ricochet, le rôle de papy de mon père. C'était un affrontement incessant qui opposait tout à coup mon discernement à ma culpabilité. D'un côté, j'assumais avec une immense fierté mon positionnement, le fait d'oser agir pour le bien de mon enfant. De l'autre côté, je portais la responsabilité d'être celle qui, en quelque sorte, brise la famille, endosse le rôle de la méchante, en privant mes parents de grands moments de bonheur à partager avec leur petit enfant. À cette période de ma vie, plus que jamais, j'ai réalisé à quel point j'évoluais au sein d'une famille toxique. Quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je dise, la culpabilité m'attendait toujours au tournant. Avec le temps, l'omniprésence de ce sentiment à l'intérieur de moi me fatiguait, me dilapidait de mon énergie vitale. Je ressentais le besoin criant de trouver la paix intérieure, mais comment faire? Il a fallu attendre que j'atteigne la trentaine et que je me lance dans une démarche de développement personnel. Grâce à un profond travail d'introspection, un filtre est apparu sur la surface du miroir de la culpabilité. Ce filtre, je le nomme l'égoïsme salvateur. Pour moi, il est l'expression d'un élan, d'une pulsion de vie. Plus encore, je l'ai rapidement considéré comme une philosophie de vie. Il m'a encouragé à identifier mes propres besoins, à reconnaître leur légitimité et à tout faire pour y répondre. Ainsi, il m'a permis de prendre du recul vis-à-vis de ma situation familiale, de rompre la chaîne des rapports toxiques. D'une certaine manière, cette forme d'égoïsme est salvatrice pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent, car elle distille une forme de douceur, de paix
au cœur de nos interactions mutuelles. Dès lors que je me suis imprégné de ce principe d'égoïsme salvateur, ce dernier, tel un filtre, a transmuté de façon significative mon reflet dans le miroir de la culpabilité. Il m'a donné accès à une toute nouvelle façon de percevoir et d'interpréter mes pensées, mes sentiments, mes réactions passées. J'ai réalisé que lorsque j'espérais plus que tout au monde voir ma mère mourir avant mon père, et ce n'était en aucun cas pour lui souhaiter du mal objectivement à elle, mais c'était pour me préserver moi, me protéger de ces ondes toxiques, espérer pouvoir me libérer de ce que l'alcool avait fait d'elle. À travers le prisme de l'égoïsme salvateur, changement radical de ma perception de moi-même. Je ne me considérais plus comme une mauvaise personne, mais plutôt comme une fille perdue, paumée, enlisée dans la spirale infernale de cette systémie familiale. Au fil de mon aventure intérieure, la culpabilité s'est peu à peu atténuée, jusqu'à cesser d'être mon bourreau. Cette chronique me permet de poser pour la première fois des mots sur des décennies de tourments solitaires, de révéler au grand jour cette partie de moi-même que je pensais garder pour toujours enfermée dans ma boîte de Pandore. J'en ressens un profond soulagement. Alors à présent, quel regard je porte sur tout ça ? Aujourd'hui, avec mon point de vue d'adulte qui jette un coup d'œil dans le rétroviseur de sa vie, je vois à quel point la culpabilité a toujours été très, très présente en moi. Et ça ne m'étonne pas. Parce que souhaiter la mort de quelqu'un, et qui plus est, celle de son parent, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de l'impensable. Oui, c'est penser l'impensable. Et en même temps, c'était une véritable question de survie pour moi. Parce qu'à l'époque, quand j'avais 10 ans, et bien plus tard, quand j'en avais 25, eh bien je n'avais pas encore trouvé la solution, le moyen de prendre du recul vis-à-vis de ma problématique familiale. Je ne savais pas comment laisser la place à ma mère d'exister telle qu'elle était. C'était juste contre nature pour moi. Ce que je veux dire, c'est que je respecte ces étapes de mon développement et je n'ai pas honte d'avoir été traversée par toute cette obscurité. Par contre, maintenant que je suis une maman, si je considère ma mère comme l'une de mes pères, j'avoue que j'éprouve de la compassion pour elle. Parce que je réalise que ce que j'ai dû lui faire ressentir pendant de nombreuses années, ça a dû être d'une violence inouïe. C'est vraiment grâce au principe de l'égoïsme salvateur que j'ai pu donner du sens à toute cette violence contenue en moi. Et à bien y réfléchir, elle n'était pas si malveillante que ça. Car finalement, où prenait-elle ses racines ? Eh bien dans l'amour. Celui que j'éprouvais à l'égard de ma maman, cet amour gigantesque qui ne demandait qu'à pouvoir s'exprimer et vivre, et qui malheureusement n'a jamais pu s'épanouir, tant il m'a toujours été insupportable de constater l'absence, à mes côtés, de la maman que ma mère aurait pu être. Fin de la chronique.